Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Barcelone, le 31 juillet 1945. Il fait un très beau soleil sur la ville catalane en cet été 45. Inutile de vous dire que on est en pleine libération de l'Europe. Il y a un parfum de paix là qui commence à régner. Le vieux continent se réveille des épisodes épouvantables qu'il vient de vivre. Et à Barcelone, au sein de la forteresse de Montjuïc, un homme a l'intention de se tenir un peu à l'écart de tout ce qu'on vit, à l'écart de cette reconstruction. Il a été oublié, on n'en parle quasiment plus d'Abel Bonnard, mais à cette époque on en parlait énormément. Il est arrivé en Espagne au début du mois de mai en compagnie de Pierre Laval. Mais oui, il se retrouve un peu seul dans cette forteresse depuis que Laval est retourné en France pour se présenter à son célèbre procès. Abel Bonnard sait que les juges l'attendent lui aussi à Paris. Ils l'attendent de pied ferme. Ils n'ont d'ailleurs pas attendu qu'il daigne rentrer en France pour entamer son procès. Il a été jugé au début du mois d'août 45 et il a été condamné à mort par contumace. Il n'a donc aucune raison, évidemment, de retraverser les Pyrénées. Il a même toutes les raisons de rester dans cette Espagne de Franco qui le protège. Franco le loge dans cette forteresse qui, certes, est une prison, mais dans laquelle on a pris la peine d'installer tout un mobilier. Il y a une belle vue sur la mer. Et d'ailleurs, c'est le personnel du Ritz qui s'occupe de lui quotidiennement. Dans sa chambre, Abel Bonnard contemple les voiliers et peut-être repense-t-il à cette extraordinaire carrière qui a été la sienne à l'aube de la Deuxième Guerre mondiale. Il était journaliste, écrivain, académicien et maintenant le voilà condamné à mort par contumace, obligé à se cacher en Espagne sous la protection de Franco. Mais que s'est-il réellement passé ? Franck Ferrand sur Radio Classique. Peut-être que pour comprendre un peu mieux ce personnage, il faut retourner le jeudi 16 mars 1933. Nous sommes sous la coupole de l'Institut. Ce jour-là, on reçoit donc à l'Académie française Abel Bonnard. Son fauteuil est le numéro 12. Il a été élu en juin 1932. Ça n'a pas été une grande surprise puisqu'à 48 ans, il est au fait d'une carrière littéraire extrêmement brillante. C'est seulement quand il avait 23 ans, en 1906, qu'il a publié son premier recueil de poèmes qui avait été très remarqué. On lisait les poèmes du jeune Abel Bonnard dans les salons parisiens. Il était devenu l'invité de ces grands salons. Vous savez, ces salons qu'on tenait chez Madame de Caillavet et d'autres, évidemment. Il excellait, évidemment, dans cette mondanité. Il avait toujours le bon mot, la bonne expression, avec en plus un certain sens du comique. Autant dire qu'il est bientôt devenu la coqueluche de Paris et qu'il a pu en profiter pour poursuivre son ascension littéraire. D'abord, il a continué dans la poésie, mais surtout, il s'est lancé dans le roman. Proust lui a écrit à plusieurs reprises pour lui témoigner son admiration. « Je saisis les médailles parfaites que vous frappez », écrivait le grand Proust. « J'en suis le plus amateur que quiconque ». C'est près de 3 décennies qui vont comme ça porter Abel Bonnard au nu, enfin en tout cas qui vont le porter à l'Académie française en 33. On parle de l'exquis Bonnard qui voyage à travers le monde, on lit ses papiers dans le Figaro, il est le cosmopolite méditatif, c'est ainsi qu'on l'a décrit. Et pourtant, dans les années 20, on commence à voir qu'il se radicalise, comme nous aurions tendance à dire, nous, aujourd'hui. Les œuvres de Bonnard ont toujours été empreintes de nostalgie, certes. Il a toujours été un grand patriote, très anticommuniste. Ses articles dans les colonnes du Figaro ont dévié peu à peu vers un anti-parlementarisme assez aigu. Voici ce que dit Benjamin Azoulay dans la biographie qu'il vient de faire paraître d'Abel Bonnard, une biographie Perrin. Voici ce qu'il écrit. Avant-guerre, Abel Bonnard est partisan d'une réaction assez traditionnelle ou du moins d'un conservatisme avancé. Catholique dans son enfance et sa jeunesse, fort d'un réseau social peuplé d'aristocrates, conservateur au lycée, nationaliste, partisan de l'ordre contre le syndicalisme et le socialisme, il se classe facilement au début des années 20 à la droite de la bourgeoisie conservatrice et probablement fut-il alors maurassien. Dès la prise de pouvoir de Mussolini, il adhère au fascisme mais
ne l'annonce qu'après sa réception à l'Académie française en 1933. Il s'engage dès lors en intellectuel au profit de certains mouvements fascistes français, tout en jouant un rôle de médiateur avec les réactionnaires maurassiens dont il reprend et développe les critiques de la République, du parlementarisme et de la démocratie. Voilà que celui dont je vous ai dit qu'il était un peu devenu la coqueluche des salons est, dans le paysage littéraire français, celui qui est le plus proche du fascisme italien. Alors maintenant, en plus, il fait partie de l'Académie, il est sous la coupole, et il n'a plus l'intention de cacher des opinions politiques, dont le moins qu'on puisse dire est qu'elles sont vraiment très, très radicales. À la fin du mois d'avril 1936, il publie un pamphlet qui s'appelle Les Modérés, ouvrage qui critique bien sûr la République, mais qui surtout critique tout ce qu'il y a de modéré à droite. Des modérés, selon lui, responsables d'avoir accepté la perdition moderne, etc. On est dans cette idée d'une République corrompue, ce qui, entre parenthèses, lorsqu'on songe à la fin de la Troisième République, n'était pas entièrement faux, bien sûr. Son ouvrage est très remarqué et, selon pas mal de contemporains, ça va jouer, ça, dans l'évolution même du paysage politique français de la fin des années 30. En mai 1937, on le voit en Allemagne, dont il rapporte ses impressions. L'Allemagne totalement nazie, on est en 1937. Et il en rapporte ses impressions dans Le Journal. Il y admire l'effort, le courage, la force du peuple allemand, dit-il. Son voyage se clôture par une entrevue avec Adolf Hitler, s'il vous plaît. Entretien qui le laisse complètement ébloui des visions politiques du Führer. Et il rentre en France, tout à fait convaincu que l'Europe est au bord de la guerre, mais qui ne l'est pas à l'époque, me direz-vous. Et il fait partie de ceux qui, vous savez, vont prôner ce rapprochement de la France et de l'Allemagne, rapprochement dont il est certain qu'à terme, il pourrait servir les intérêts nationaux. Ces idées vont le pousser à fréquenter les sommets de l'État dans les années à venir, mais alors, vous allez voir qu'il va les fréquenter, alors là, vraiment, dans un contexte différent. Vous écoutez Radio Classique. Bon, il y a cet effondrement de l'armée française en 1940, bien sûr, cette défaite incroyable, dont Bonnard est convaincu que la République est seule responsable à tout niveau. Le régime de Vichy va bientôt se mettre en place, en zone libre. Pendant ce temps-là, lui est toujours à Paris. Et dès le début de l'occupation, il va prendre son crayon et noircir des colonnes entières de journaux pour appeler les Français à la plus loyale des collaborations. Les choses sont d'emblée très claires pour lui. Mais c'est dans la lignée directe du voyage qu'il avait fait 3 ans plus tôt à Berlin. Dans La Gerbe, dans Je suis partout, dans l'Émancipation nationale et dans d'autres journaux, Bonnard, qui n'oublie jamais de mentionner qu'il est de l'Académie française, déverse sa propagande, on l'entend à la radio, dans des conférences à la Sorbonne, etc. D'ailleurs, il ne faut pas oublier qu'il a réussi à se faire élire chancelier de l'Institut par des académies dont le moins qu'on puisse dire est qu'elles étaient devenues clairsemées en ce début d'occupation. Mais enfin, il a été élu. Bonnard fait des appels publics, on le voit lancer des pétitions. Lui qui si longtemps avait un petit peu dissimulé ses idées, alors là maintenant ne les cache plus du tout. Ses biographes le désignent, je cite, comme la figure de proue du collaborationnisme parisien. Je cite encore Benjamin Azoulay dans Abel Bonnard, plume de la collaboration. Dénué de prévention à l'encontre des Allemands dont il admire le national-socialisme, Bonnard devient très vite une figure importante du collaborationnisme parisien. Désormais libéré de toute contrainte sociale et politique, il peut mettre en cohérence les éléments de la doctrine qu'il avait ébauchée avant la guerre. En radicalisant sa thèse, il la renforce et la complète. L'occupation lui apparaît alors comme l'occasion inespérée de dépasser les anciens clivages idéologiques qui fragmentaient la droite. Elle permet aussi à la doctrine de prendre corps en impliquant une action précise et concrète comme moyen de résolution de ce drame du présent qui l'obsède. C'est son expression, le drame du présent. La collaboration avec comme horizon la création d'une nouvelle Europe et la régénération de l'homme. Oui, rien de moins. Il faut dire qu'évidemment, il est très soutenu par Otto Abetz, l'ambassadeur allemand à Paris. Les deux hommes sont tellement proches qu'un des nombreux surnoms de l'académicien, ce sera Abetz-Bonnard. Vous voyez, parce qu'on quand même, on est moins dupe qu'on l'a été dans les salons parisiens, évidemment.
pour Bonnard, le moment est venu de se lancer purement et simplement dans la politique. Vous me direz, ça faisait déjà un moment qu'il y était, d'une certaine manière. En décembre 41, le voilà quand même, cette fois, membre du conseil municipal de Paris, 16e arrondissement. Et puis, 6 mois plus tard, il est ministre d'État à l'Éducation nationale. Sa nomination, c'est 18 avril 1942. Est-ce que pour autant, le maréchal Pétain apprécie beaucoup Bonnard ? Non. Et je dirais même qu'il aurait tendance à s'en méfier. Seulement, les Allemands ont tout fait pour que cette nomination ait lieu, et le régime n'a pas pu refuser. Laval disait lui-même que Bonnard se montrait parfois plus allemand que les Allemands eux-mêmes, voyez. Pétain n'est pas très proche de Bonnard, qu'il suspecte en plus d'homosexualité, ce que déteste absolument Pétain. Dans ses échanges privés, il le surnomme Gestapette, voyez un peu D'ailleurs, dans la Résistance, on a donné un autre surnom à Abel Bonnard, on l'appelle la Belle Bonnard, voyez, bon. Bonnard sait que sa nomination ne plaît pas à Vichy, et c'est la raison pour laquelle il rapatrie les services du ministère à Paris. On le voit qui continue d'exercer rue de Grenelle. Il n'ira dans l'Allier, il n'ira à Vichy que lorsqu'il y a des conseils ministériels auxquels il ne peut pas échapper. Ce ministère en zone maintenant occupée plaît à la fois aux Allemands et aux Parisiens, bien sûr. Le nouveau ministre veut mettre en œuvre tout ce qu'il avait depuis tant d'années tout ce qu'il avait élaboré, là, ces idées d'ordre nouveau. On peut dire que il est devenu un intellectuel fasciste réellement, et qu'il est maintenant, puisqu'il a ce ministère tellement important, ce ministère d'État à l'éducation nationale, il va mettre en œuvre cette politique. Il n'est plus question de démocratie. Lorsque la guerre sera terminée, il y aura 2 blocs, pense-t-il. D'un côté le bloc fasciste, de l'autre le bloc communiste. Et lui, évidemment, il sera dans le premier. Et désormais, il s'agit de former cet homme nouveau qui doit lutter contre ce qu'il appelle l'intellectualisme. Alors, il s'agit de simplifier les enseignements, d'alléger les programmes, de réduire la quantité des devoirs scolaires avec un slogan « Embrasser moins pour retenir davantage ». C'est la devise d'un enseignement sagement conçu, dit-il. En réalité, ces décisions vont avoir assez peu d'effet sur le réel, puisque l'administration et le corps professoral, inutile de vous dire qu'en cette période d'occupation, ne font pas très attention à ce qui se passe, en plus dans ce ministère rapatrié à Paris, vous imaginez. Mais pour Bonnard, ce ministère, ce n'est qu'une transition, parce que lui en est certain, un jour, c'est lui qui prendra la tête de l'État français. Franck Ferrand, sur Radio Classique. Donc, vous avez compris à qui nous avons affaire. Évidemment qu'à Paris, on peut dire de Bonnard qu'il est la figure de proue du collaborationnisme. C'est pour ça que c'est étonnant qu'on n'en parle pas davantage, d'une certaine manière. Il a joué un rôle important, cet homme-là. Au 110 rue de Grenelle, le ministre a assez mauvaise réputation. On dit qu'il est instable, qu'il est despotique, qu'il pique des colères incroyables. Un de ses collaborateurs dit « Un matin le trouve calme, d'une politesse presque trop appliquée. Mais l'heure suivante le voit déchaîné, emporté par des colères inattendues et sans cause appréciable, violent, brutal, n'en recherchant pas moins avec une application curieuse dans la furie, où il paraît, les mots les plus aptes à blesser. » Et le ministre va tellement limoger de monde dans son cabinet qu'il a du mal, au début de l'année 44, à trouver encore des gens pour travailler rue de Grenelle, et d'autant plus qu'il est de plus en plus enfoncé dans cette collaboration avec l'Allemagne. Il encourage les jeunes à s'engager dans la fameuse LVF, la Légion des volontaires français. Il est très favorable au STO. Enfin bon, voilà, je ne vais pas vous faire vous comprenez très bien. Son but, lui, c'est de germaniser Vichy. Voilà l'expression qu'il faut employer. Selon lui, Pétain ne va pas assez loin dans la construction de l'homme nouveau. Vous voyez, il trouve qu'à Vichy, on est trop conservateur, trop traditionnaliste. Il faut une révolution beaucoup plus profonde. Et c'est pour ça que Bonnard se veut, lui, enfin, il s'imagine, voyant l'âge du vieux maréchal Pétain, il se dit qu'un jour, il va falloir le remplacer. Et alors, lui sera l'homme de la situation. Il sera très proche. On peut pas être plus proche des Allemands. Ça n'existe pas, d'ailleurs. Pétain va essayer de se débarrasser de lui, mais Otto Abetz refuse de le voir expulsé du gouvernement. Alors,
Lentement, de multiples prérogatives vont être retirées au ministre. On essaie de tout faire à Vichy pour limiter l'effet de ses décisions, et ce qui veut dire que son travail, je vous le disais, de toute façon il n'est pas repris par l'administration, son travail reste largement théorique, avec une mission qui prend fin le 17 août 44 évidemment, juste avant la libération de Paris, quand Laval dissout le gouvernement. À ce moment-là, Abel Bonnard n'est plus qu'un homme en fuite, c'est le début de la cavale. Franck Ferrand sur Radio Classique. Il va passer une dernière fois au ministère prendre ses papiers et le voilà parti au fameux château de Sigmaringen, sur les bords du Danube, pour 9 mois. Quelques jours avant la capitulation de l'Allemagne, il lui faut fuir de nouveau. Et le 2 mai 45, donc, alors que le drapeau rouge flotte sur le Reichstag, Laval et Bonnard s'envolent pour Barcelone. Et Laval, lui, va retourner en France. Vous savez qu'il sera fusillé après son procès en octobre 45. Quant à Bonnard, il reste en Espagne. En France, on lui a retiré bien sûr toutes ses décorations. Est-ce que j'ai besoin de vous le dire? Il est rayé des membres de l'Académie française. On lui confisque ses biens. Il est condamné à l'indignité nationale. En janvier 46, on l'autorise à sortir de la forteresse. Il est avec son frère. Ils vivent à Madrid, dans un petit appartement. Il écrit pour survivre dans le grand journal du soir espagnol Madrid, ce qui veut dire que le régime de Franco le laisse faire tout ça. Il traite de questions littéraires et artistiques, de remarques sur les choses de la vie. Là, d'un seul coup, on a envie de dire que c'est le grand reflux. Et il va vivre comme ça, très chichement, pendant 12 ans. Et en 58, la Haute Cour de justice juge les derniers hauts responsables de Vichy. Ils ne sont plus que 4, dont lui, bien sûr. Et c'est à ce moment-là qu'il décide de rentrer en France et enfin d'affronter les juges. Il souhaite avant tout retrouver ses biens, sa fortune. On est en 58, basculement de régime, c'est le retour au pouvoir du général de Gaulle à ce moment-là. Il sait qu'il va pouvoir bénéficier des lois d'amnistie qui, depuis le début des années 50, se sont succédées. Et le 22 mars 1960, il est là pour se défendre au Palais du Luxembourg. Procès qui va durer plusieurs jours. Bonnard va être de nouveau condamné. Il est jugé coupable des mêmes chefs d'accusation. Tout ça n'a pas changé depuis 10 ans, 12 ans. Sa peine est de 10 ans de bannissement, avec effet le 2 mai 45, mais comme il a déjà vécu 16 ans à l'étranger, on considère que la peine en question est purgée. Il ne retrouvera pas sa fortune, Abel Bonnard, il ne retrouvera pas ses titres, et finalement, il retournera vivre à Madrid, où il meurt, cela ne s'invente pas, en mai 68. Vraiment, on peut dire que cet homme-là aura eu des rêves gigantesques, mais qui pour nous ressemblent quand même pas mal à des cauchemars. Vous écoutez Radio Classique.